Salut à tous, ravi de vous retrouver. C'est le débriefing F1, c'est sur motorstv.com, c'est tous les lundis. Et aujourd'hui, on va parler du Grand Prix d'Italie qui a eu lieu hier à Monza, en compagnie bien évidemment de Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Avec donc la belle victoire de Fernando Alonso, Button deuxième, Massa troisième, deux Ferrari sur le podium. Que demander de mieux? Un doublé finalement, mais enfin bon, on va oui, pas c'était trop peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Alors écoute, pour y aller tout de suite dans les questions que l'on a donc pu voir sur le forum de motorstv.com, on va commencer, c'est logique, par la victoire d'Alonso. Alonso Sored numéro 1. Donc je pense que notre ami aime bien Alonso, se réjouit de cette victoire de Fernando. On pourra quand même signaler au passage qu'il fait la pole, Alonso, qu'il fait le meilleur tour en course. Ouais. Il n'a pas tout mené, hein, pas le cavalier seulement. Enfin, c'est le week-end parfait, non? Carton plein, on peut dire que vraiment belle stratégie, une auto bien développée. Bon, on a la confirmation maintenant des affirmations, encore une fois qu'on pouvait toujours mettre en doute tant qu'on ne gagne pas ou pas suffisamment, que la Ferrari est la meilleure auto, que Fernando Alonso n'est jamais piloté ou est jamais piloté en Formule 1. Bon, là, quand même, 3 victoires maintenant. Il se relance au championnat, une très belle course. Et puis, moi, ce que j'ai apprécié, c'est la bagarre serrée entre les trois, avec des options aéro un petit peu différentes. On a bien compris que tant que Button était devant, bon, effectivement, il était un poil moins rapide, mais les autres n'étaient pas en mesure de l'attaquer véritablement. Un dépassement dans les stands, on peut toujours le déplorer. Oui, oui, sur le forum, on le déplore un peu, tout à fait. On peut toujours le déplorer maintenant. Comme avant. Moi, et on va peut-être y venir, hein, parce que l'un des gros thèmes, c'est moi, j'ai regretté à plus d'un titre l'élimination prématurée de Lewis Hamilton pour savoir si la stratégie aérodynamique et donc mécanique et technique de Lewis Hamilton était la bonne et stratégique. Parce que là, il y avait des choses à dire. Concernant Hamilton, JM30 et M. Brand se posent effectivement la question, a-t-il craqué ? Je pense pas. Je crois que ce sont des êtres humains, faut-il le rappeler quand même de temps en temps. Ça n'est pas une science exacte. Il avait donc une monoplace volontairement peu chargée en appui aéro, donc extrêmement instable au freinage. On est au deuxième freinage important du Grand Prix. Les pneumatiques ne sont pas encore en température. Il n'a pas encore l'accoutumance exacte. Il est un petit peu en dehors de la trajectoire. Il est un petit peu à l'intérieur. C'est un petit peu poussiéreux. Bon, il tente le diable, mais je crois qu'il se loupe surtout. Oui. Et comme il est à l'intérieur, il n'a pas la possibilité de sortir. Malheureusement, sa roue avant droite vient légèrement en contact avec la roue arrière gauche de la Ferrari. C'est lui qui paie la mission. De Massa, lequel Massa n'a rien à se reprocher. Il n'a rien à se reprocher. Lui, il freine là où il est. Il voit l'autre à l'intérieur, il ne lui laisse pas la place, c'est le jeu. Incident de course, et d'ailleurs, Hamilton, après, a pris la totale responsabilité. Alors, ce qui est regrettable, moi je pense au plan, je l'ai dit, stratégique et du choix, de l'opportunité de ce choix, c'est qu'on pouvait penser vraiment naïvement, enfin tout le monde, que le F-Duct était l'arme absolue sur un tracé comme celui de Monza, et Hamilton aurait pu démontrer le contraire. Peut-être, on ne l'a pas vu. Et moi je pense qu'en course, sa stratégie était d'être plus rapide, peut-être de 8-10 km/h que les autres, donc de profiter de l'aspi pour dépasser. Aurait-il été capable de le faire? Il aurait probablement flingué, il n'y a pas d'autre mot, ses pneumatiques super tendres, enfin tendres, puisque c'était le choix proposé par Bridgestone, dans le début du relais, et ensuite il aurait monté les pneumatiques les plus durs, et là on aurait vu si la monoplace allégée de carburant, avec ce réglage aéro, était la plus performante. Et ça, c'était extrêmement intéressant. On a été privé de dessert, en quelque sorte. Mais bon, en tout cas, il n'a qu'à s'en prendre à lui. 0 point, et c'est de sa faute sans doute. Cela étant, au niveau suspense, c'est parfait. Il faut bien le reconnaître. Mais oui. Parce qu'on avait dit qu'il y avait un mini-break quand même fait par Hamilton et Webber après Spa. Là, il n'y en a plus. Ils sont revenus à 5 en 24 points. On va dire qu'il est en partie gommé. Il y a quand même encore un petit peloton de 2, mais qui est moins important, puisque Webber récupère, grâce à sa ténacité et son talent, 5 points. Donc il reprend le commandement du championnat. Évidemment, Hamilton ne bouge pas et les autres montent derrière. Donc on a toujours ce peloton de 3 extraordinairement serré et qui se rapproche à moins d'une victoire pleine de la tête. Et c'est ça qui est important. Voilà. Alors, Alonso Massa chaud au départ. Vachement chaud. Moi, ce que j'ai dit tout de suite, en direct, évidemment, c'est que là, on a compris que s'il y avait des consignes, il n'y en a plus. Parce qu'on aurait pu avoir un accrochage des deux pilotes Ferrari dans la première chicane. Massa y a été... Bon, et on a joué le jeu. Les deux se sont frôlés, à mon avis, presque touchés. Et heureusement, il n'y a pas eu d'élimination. C'était extrêmement regrettable. Mais ça veut dire que Massa a vraiment joué sa chance et qu'il avait le droit de le faire. En tout cas, il l'a pris. Je ne sais pas s'il l'avait, mais il l'a pris. Alors, concernant Red Bull, M. Brand et Vegeta49 s'interrogent, et moi j'avoue que je me suis aussi interrogé, une fois de plus, avec Vettel.
la stratégie qui fait qu'il s'arrête au 52e tour. Alors parlons d'abord des pneus. Ouais. Ça veut donc dire que les pneus tendres, ça tient tout un Grand Prix. C'est tout le problème des gommes proposées par Bridgestone à un certain nombre de reprises dans la saison. Il n'y a pas assez d'écart entre les performances procurées, en l'occurrence là, par les pneus tendres et pas super tendres. Tendre, c'était le choix, et dur. Donc l'écart de performance et de longévité n'est pas assez important. Il faudrait des pneus tendres et des pneus durs plus durs. Enfin, c'est aussi bête que ça. Quand on peut tenir, et moi, cette stratégie, tu parles de Red Bull, m'a étonné, parce que le pilote le plus précautionneux avec ses pneumatiques et sa mécanique sur un plan général, c'est Weber, et c'est pas Vettel. Donc on pouvait s'attendre à une stratégie de cette nature pour Weber. D'ailleurs, à un moment, son ingénieur lui parle, et ça va un petit peu dans ce sens-là. Donc on se dit, tiens, la stratégie de Weber, c'est je reste en piste le plus longtemps possible, et ça cadre bien avec sa manière de ne pas comme il l'avait fait brusquer la mécanique. Hein, un petit peu comme ce qu'on attendait de Button par rapport à Hamilton. Toujours pareil, pour schématiser un petit peu. Hamilton, plus performant, plus rentre-dedans, plus bon, j'abîme un peu tout, mais je vais plus vite. Button, je gère tout et finalement sur la course, je me retrouve sans problème. Et puis l'inverse, on l'a compris, donc chez Red Bull. Et bien là, non. Alors, aller jusqu'au bout du Grand Prix, parce que bon, c'était évidemment l'obligation réglementaire de passer le train de pneus durs qui a obligé donc Vettel à s'arrêter. Ouais, c'est bizarre, mais en tout cas, belle stratégie. On exploite le règlement, il n'y a rien à dire. Et en plus, c'est payant. Ouais, tout à fait. Bah, tu te souviens, Kobayashi avait fait un petit peu la même chose à Valence. On se à 5 tours de la fin, mais là, on a vraiment poussé, on va dire, jusqu'à l'extrême. Ah, bah, c'était le dernier passage. Donc sinon, il fallait s'arrêter sur la piste. Et là, c'est un peu plus compliqué. Bon, bah, Vettel, en tout cas, récupère peut-être une inespérée 4e place. Quand on voit son début de Grand Prix, où Weber même le double, on a le sentiment que alors, Vettel, tu veux qu'on parle de ça ou c'est pas vu cette question? Parce que là, on n'a pas compris. Moi, je n'ai pas compris. C'est pareil, bon, on ne va pas toujours hurler au charron et au diable, mais enfin, à un moment, on sait très bien que Weber est donc notablement mieux placé que Vettel au championnat. Weber remonte sur lui, effectivement, il n'y a pas d'ordre, en tout cas pas à la radio, on n'entend rien, et à un moment, ça fait comme si Vettel, à la sortie donc, de la variante Ascari, ratait un rapport, notablement, on est déjà à des vitesses de l'ordre de 300 km/h, hop, il marque le pas. Weber le passe de manière tout à fait naturelle et on se dit tiens, Vettel il a des soucis peut-être de boîte de vitesse ou d'autres choses et puis non, apparemment il est derrière et il reprend son rythme et on voit en fin de course qu'effectivement avec une stratégie audacieuse, alors que Weber est naturellement bloqué par Hülkenberg, je ne sais pas si on va en parler aussi, mais bon, il devine tout. Mais oui, j'ai une boule de cristal. Donc à ce moment-là, on voit que la course est peut-être en train de basculer et que finalement, malgré le fait que peut-être volontairement Vettel ait dit tiens, vas-y mon pote, puisqu'on est copains, c'est toi qui passes, t'es le mieux placé, hein, mais je vais récupérer de manière, ça si c'est ça, c'est superbement joué, puis genre Vettel, j'en ai encore un peu. On m'a un peu enterré rapidement. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal à plusieurs niveaux. Totalement, totalement. Et incompréhensible. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'était même pas sous la pression vraiment. Weber n'avait pas encore réellement essayé de l'attaquer. Bon, bah écoute, en tout cas, voilà, on a parlé de Ferrari, McLaren, Red Bull. Bon, il y a Rosberg qui s'intercale. Bien. Bien hein, quand même, parce que mine de rien, ça avait donc, pas l'air. Donc forcément, je vais mettre un tac à Schumacher derrière. Bah oui. Ah, il est dans les points. Super boulot. Oui, super boulot de Rosberg qui est 4 une bonne partie et qui retient les autres derrière comme il peut. Il a du mal parce que bon, comme on a déjà dit chez Mercedes, on arrête tout, on s'occupe de 2011. Donc il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Bon, c'est combien déjà le résultat de Schumacher? Ah oui, c'est vrai. Oui, il prend des points. Non, mais là, attends, il y est plus, Pépère. Enfin, je suis désolé. Moi, autant, je rappelle toujours parce que comme ça, je l'ai défendu. Tu sais bien. Longtemps en lui disant laissez le temps, machin, il n'y est pas là. Je suis désolé, c'est pas le Schumacher qu'on a connu. On a même sur RMC lancé, est-ce que c'était pas Ralf Schumacher? Il y avait un Schumacher dans la voiture, mais c'était pas le bon. Non, il y a un problème là-dessus. Il y a un problème. Allez, on va terminer avec Hülkenberg. Eh bien oui, tu avais bien deviné. Sgt Pepper et Rechef s'interrogent sur la boule marche encore. Voilà. Méritait-il une pénalité? On parle des deux courts-circuits, de la chicane. Moi, je suis modestement à la place d'un double champion du monde brésilien, Emerson Fittipaldi. C'est lui qui officiait, parce que là, qui défende sa position normale, avec âpreté, avec rigueur, normal. Mais là, qui prennent 3 fois de mémoire l'échappatoire pour défendre cette position, c'est au moins une fois de trop, voire 2. Donc normalement, oui, on lui met un drive-through. Alors le problème, c'est que Weber a perdu du temps dans cette aventure et que ça influe donc sur le résultat final. Parce que le temps perdu par Weber dans le sillage d'Hülkenberg qui était moins rapide, on l'a vu tout de suite, c'est ce qui a permis à Vettel de passer devant. Donc il est clair que là, Weber aurait récupéré quelques points au championnat qui pourront peser, Rosberg peut-être, qui pourront peser très lourd en fin de saison.
Maintenant, bon, on a jugé utile à la direction de course de ne pas pénaliser Hülkenberg. Bah, il fait un beau Grand Prix. Là, encore une fois, j'ai assez dit que Barrichello était devant lui et que c'était pas très bien qu'un vieux comme lui soit devant un jeune comme Hülkenberg. Là, ça y est, Hülkenberg a pris la mesure, je pense, dans la dernière partie de la saison. Là, maintenant, il est au moins avec Barrichello, voire légèrement devant, comme c'était le cas en qualif. Donc, bon. bah, c'est bien. En tout cas, on a bien nos 5 pilotes qui se battent toujours pour le titre de champion du monde. Et il faudra s'y faire parce qu'à mon avis, qu'Alonso peut, dans sa lancée, mettre tout le monde d'accord. Faut voir. Maintenant, c'est la tournée lointaine. On va partir en Asie. Donc, il y a toujours des grands prix un petit peu atypiques. Singapour, évidemment, en est un. Suzuka, quel magnifique circuit. Bon, l'auto a l'air de marcher puisque c'est confirmé par les performances de Massa. Mais je pense que, attention, les Red Bull, là, on les a pas vus du tout comme elles auraient dû être, évidemment. Et puis, les McLaren non plus. Une éliminée dès le départ et l'autre. Non, ça va être une superbe bataille à 3 équipes. C'est pas pour vendre l'affiche et le programme, mais j'y crois vraiment. Je pense que jusqu'au bout, ça va être vraiment super. Rappelez-vous, vous pouvez suivre les Grands Prix en live texte chaque week-end de Grand Prix grâce à nos amis et partenaires de f1-direct.com. Voilà, et bien c'est tout pour ce numéro du débriefing F1 sur motorcity.com. Mais évidemment, avec Jean-Luc, on va continuer de surveiller l'actualité F1 et on continuera de vous en parler sur motorcity.com. Salut à tous. Salut à tous.